Bonjour les aventuriers apollériques, dernière vidéo parlant d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est la dernière partie. N'oubliez pas de liker si vous aimez. Si tu es un nouvel aventurier apollérique, abonne-toi pour profiter de toutes ces vidéos. Bisous. Donc partie 4 ou 5, partie 4. Donc il a cité également, donc si 300 000 élèves sont dans des classes maintenant dédoublées, j'y reviendrai, 300 000 élèves de la petite section sur toute la France, il veut l'étendre aux grandes sections également. Dans les prochaines semaines, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, il va y avoir de nouveau 40 cités éducatives et 300 maisons France Service qui vont ouvrir. Également, donc policiers, avocats, juges sur le terrain beaucoup plus présents, plus de moyens à la justice. C'est quelque part vraiment finir de compenser les débilités de Sarkozy. Hein. Donc pour qu'il y ait beaucoup moins de temps avant d'être jugé, etc. Poursuivre sur l'égalité des chances. Alors ça veut dire effectivement faire revenir des entreprises, un enseignement de qualité, donc un enseignement contrôlé, parce qu'il est évident que ces 60 000 jeunes et d'autres qui vont dans des écoles coranites ou dans des associations intégristes, plus ils y vont, moins ils ont de chances de s'intégrer dans la société française, hein. Ou en tant qu'espion éventuellement, mais ça ne va pas marcher. Hein. Donc un travail aussi au niveau de... on poursuit sur l'égalité des chances. Vous savez qu'il y a des quotas, notamment au niveau de l'ENA, hein, de jeunes de banlieue, un certain pourcentage qui doit venir. Travailler également sur toutes les ségrégations, donc l'antisémitisme, l'égalité homme-femme, y compris vis-à-vis des homosexuels, où là, l'islam n'est pas du tout clair hein, au niveau de la pédophilie et l'homosexualité. C'est quelque part hué et c'est complètement caché et quand même très présent. Donc les logements sociaux, il l'a redit, la relance économique, s'occuper de la relance économique, que les quartiers ne soient pas mis de côté, aussi bien pour une émancipation, donc on parlait culturelle, mais culturelle, économique et écologique. C'est-à-dire que économique, c'est également la mise à niveau de ces quartiers-là, aussi au niveau de la transition numérique et de la transition écologique. Alors, la transition numérique, c'est la 5G, bon, mais voilà. La transition écologique. Alors, j'ai bien aimé, il a dit un truc qui est pas mal, il a dit ne plus considérer les personnes de ces quartiers-là ou, comme des, des personnes consommables et des récipiendaires de politiques publiques. Voilà, mais vouloir aussi répondre à leurs demandes dans le sens où permettre l'excellence et la chance de réussir, que chacun ait la possibilité de réussir. Il va, dans les prochaines semaines, faire d'autres annonces sur les quartiers concernant des projets éducatifs, culturels, entrepreneuriaux, c'est ce que j'ai dit, qui sont souhaités, la transition numérique, environnementale, voilà, comme partout. Alors son objectif aussi, c'est une stratégie de mobilisation non seulement des services d'État, des fonctionnaires, enseignants, tout ce que vous voulez, mais également au niveau des mairies, de tous les responsables, etc., des associations, et de façon générale des citoyens. Donc un réveil des responsables, politiques, préfets, gendarmes, professeurs, fonctionnaires, élus, associations, magistrats, tous ceux et celles qui au quotidien ont à faire vivre cette promesse de changement, et donc un réveil de tous les citoyens. Alors il a insisté sur une intransigeance et une bienveillance républicaine. Donc ça reprend la crainte de la République et en même temps la République qui offre la chance de s'insérer, de réussir sa vie pour tous. Alors il a précisé, là c'est bien parce qu'il démontre
ce que Chirac a dit, l'entreprise France, qui est une aberration, en disant que la nation, la France, n'est pas une société d'individus, mais une nation de citoyens. On apprend à être citoyen et on le devient. Et j'ai bien aimé, il a dit ce sont des droits et des devoirs. Donc ça, c'est très intéressant qu'il ait dit. Hein. Au Québec, on dirait ce sont des devoirs et des droits. Hein, les devoirs d'abord. Il a insisté sur le fait que la nation française n'est pas un conglomérat de communautés, c'est-à-dire un ensemble de communautés qui cohabitent côte à côte, mais une communauté de 67 millions d'individus, de personnes, qui ont chacune leur histoire. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça dépasse le cadre des partis traditionnellement sociaux. On est dans la sociabilisation. Voilà. On devrait employer les mots sociabiliser et non pas socialiser, qui vient du socialisme. Hein, mais sociabiliser, rendre sociable, etc. Donc, ce qui fait qu'il a quand même employé des choses assez nouvelles. Il a insisté sur une intelligence, une intransigeance, une sévérité. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Il est toujours un peu, il est déterminé. Il est jeune aussi. Hein. Il a que 42 ans. Bon. Alors, par contre, alors c'est très intéressant. Je regrette la disparition de la liberté au niveau de l'instruction, à l'école ou en dehors de l'école. Ça peut être fait par un contrôle, une vérification. C'est pas fait par des gens dangereux, intégristes, islamistes ou non, mais des gens dangereux. Ça peut être fait comme ça, plutôt que simplement supprimer cette liberté. Au niveau du dédoublement des classes, moi je veux bien, ça implique de mettre des personnels en conséquence. Voilà. Alors, quand je vois ma nièce qui est directrice d'une école, elle a 10 classes en région parisienne, une de mes nièces, elle est directrice, mais elle est directrice qu'à mi-temps, c'est-à-dire la moitié de ses heures, elle doit les passer dans une classe. Alors c'est du délire, parce que c'est tellement administratif maintenant, ce qui est demandé pour les écoles et tout, que en fait, elle fait 8h, 20h tous les jours pour y arriver. Et bien sûr, les heures supplémentaires dans l'éducation nationale, c'est très, très fictif. Donc, et elle était, la première année, ça a été très très dur. Donc là, elle arrive à passer un peu moins de temps. Elle essaye de rester moins de 12 heures à son école, mais c'est pas facile. Dédoublement, ça implique du personnel en plus. Hein. Et du personnel qualifié. Parce que vous allez dédoubler dans une zone où les jeunes ont des difficultés de sociabilisation, etc., des difficultés peut-être familiales. Donc, il ne faut pas des simples enseignants, il faut des enseignants qui aient une motivation et une formation pour compenser. Vous pouvez toujours dédoubler. Si vous mettez quelqu'un qui fait un enseignement, on va dire magistral, ça ne mène à rien. C'est le principe des zones d'éducation prioritaire, où les écoles qui sont en zone d'éducation prioritaire, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, sont libres ou prêts de mettre des choses en place. Donc là, il faut vraiment que ce soit des gens compétents, adaptés, qui soient motivés pour travailler avec ce genre de public. La facilité d'avoir 2 fois moins d'élèves, c'est-à-dire une partie, je vois bien ce que ma nièce me dit, c'est en fait une partie des cours qui est dédoublée. C'est bien, mais vous savez que vous avez un public difficile. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter de mettre un autre enseignant. Il faut quelqu'un qui sache vraiment travailler avec ce genre de public. Ça, c'est net. Et pourquoi pas faire participer des parents au niveau éducatif. Moi, je vois dans les centres de réadaptation au Québec, qui remplacent les prisons, etc., qui portent des noms très, très parlants. Hein. Dans la région de Québec, le centre pour garçons s'appelle le Gouvernail et pour les filles, l'Escale. Les enseignants, alors c'est des classes de 12, hein, là. Dans les centres de réadaptation, ils limitent à 12, hein, donc c'est vraiment chouette. Et l'enseignant ne s'occupe pas de la discipline. C'est les éducateurs, nous, les éducateurs des unités de vie, c'est des unités de vie de 12 aussi. Il y avait toujours un éducateur calé dans une classe, un éducateur de chaque unité, calé dans les classes, etc. Donc dans chaque classe, vous aviez un éducateur,
et un enseignant. L'enseignant ne s'occupe pas de discipline, c'est l'éducateur qui s'en occupe. Ils ont chacun leur rôle. C'est-à-dire s'il y a du bruit et tout, c'est l'éducateur qui intervient, c'est pas l'enseignant. Donc je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, dédoubler, oui, mais sans aller jusque-là, il faut des gens compétents. Pourquoi pas mettre d'éducateurs? Dans les écoles québécoises, vous avez un éducateur par école. Mais là encore, les Québécois sont très clairs, cet éducateur ne dépend pas de l'éducation nationale, mais dépend des services sociaux. Voilà. De même que l'infirmière qui est dans chaque école dépend des services santé. Voilà, ça ne dépend pas. Vous n'avez pas des médecins et des infirmières de l'éducation nationale, les soi-disant assistants éducateurs, machin. C'est pas ça. Chacun a son rôle. L'éducation, l'instruction nationale, encore une fois, est là pour instruire, hein, pour apprendre, pour enseigner. Et donc, les personnels qui sont autres dépendent des éducateurs des centres jeunesse du Québec et les infirmières, les médecins, du service santé du Québec, mais absolument pas de l'éducation nationale québécoise. Je pense qu'il faut effectivement simplifier les choses en séparant, chacun son rôle. Et je pense que dans ces classes dédoublées, où il faut mettre des parents pour compléter, qui sont d'accord et on va leur expliquer un petit peu ce qu'on veut, parce que c'est pas évident, ou mettre un personnel spécialisé, mais supplémentaire. Dédoubler la classe, ça revient à mettre 2 personnes dans une classe pleine, surchargée. Et on sait très bien que dans une classe surchargée, 2, c'est pas assez. Donc quand vous dédoublez, c'est toujours pas assez. Il faut mettre du personnel supplémentaire qui va, des aides enseignants, je sais pas quoi, mais qui vont aussi s'occuper des jeunes, des enseignants, etc. Il faut une présence de l'adulte renforcée. Ça paraît clair. Toutes ces lois sont vraiment très bien. Ça fait des dizaines d'années qu'on aurait dû les passer. On n'aurait dû jamais en arriver là où on en est. Parce que si sous Sarkozy, il y avait 25 000 personnes vraiment dangereuses arrêtées, on en est à combien maintenant? Question. Parce qu'ils ont vieilli, ils ne sont pas forcément assagis. Donc, et puis il y en a des nouveaux. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces lois? Parce que la loi de protection de l'enfance, elle a été complètement bafouée sous Sarkozy. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces lois? Les contrôles augmentés, c'est nécessaire. Vérification des diplômes, des machins. Parce que vous avez quand même, dans un certain nombre d'écoles intégristes islamiques, des enseignants qui ne parlent pas le français. Hein. Donc, ça va loin. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est nécessaire, mais est-ce qu'on s'en sert exclusivement dans un but pour lutter contre le terrorisme, etc. Ou est-ce qu'on s'en sert pour généraliser le contrôle des Français? Voilà. Comment on utilise ces lois? Là est le problème. Elles sont nécessaires, et telles que moi je les ai notées, elles sont excellentes. Je ne sais pas si elles sont suffisantes, mais elles sont excellentes. Elles sont très intéressantes en plus. Comment on va les utiliser? Comment on va les appliquer? Voilà. Parce que si les moyens au niveau de la justice, oui, mais ça veut dire en personnel. Hein? L'École nationale de la magistrature à Bordeaux, elle a intérêt à augmenter ses capacités, ou il faut en créer une autre ailleurs. Parce qu'on manque de juges, aussi bien de juges d'instruction qui ont été vraiment limités, tout ce qu'on veut, de juges d'application des peines, de juges aux affaires familiales, de juges pour enfants, on manque de tout. Voilà. Également, dans ces quartiers où il y a une présence forte de l'AOMO, l'action éducative en milieu ouvert, ou même de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, il faut une uniformisation des formations. Pourquoi les éducateurs de la PJJ, c'est une formation de 2 ans, alors que les autres éducateurs, c'est 3 ans? Du coup, en tant qu'éducateur, et dans mon cas, puisque j'ai le DES, diplôme d'état d'éducateur spécialisé, j'ai beau avoir passé 3 ans plein, et je vous assure que c'est plein, hein, parce que l'été, on n'a qu'un mois de vacances, on est reconnu Bac+2 et pas Bac+3. Donc avec le salaire qui va avec. D'où ça sort cette formation d'éducateur de la PJJ?
alors qu'ils sont censés avoir les jeunes les plus durs, et qu'ils ont quand même une formation grandement administrative, qui ne sert à pas grand-chose. La preuve, c'est que dans les éducateurs contractuels qui sont embauchés à la PJJ, hein, vous avez les fonctionnaires titulaires, éducateurs fonctionnaires titulaires et les contractuels. Moi, où j'étais, où ça a fermé, dans le nord d'Orléans, la majorité des éducateurs étaient des contractuels. Donc, on avait une formation de 3 ans et non pas de 2 ans. On va arrêter toutes ces incohérences. Donc, l'AEMO, qui est en général, parfois les délégués, mais qui dépend de la PJJ, c'est le même genre de formation. Et pourquoi ça? Moi, je peux vous dire qu'il y a une équivalent, une action éducative en milieu ouvert, un service équivalent au Québec, c'est autre chose au niveau des résultats. Voilà, il y a 3 formations d'éducateurs au Québec. Il n'y en a pas qu'une comme en France. Enfin, 2 avec la PJ, mais bon, qui est quand même une formation vachement administrative, plus qu'éducative et pédagogique, pour moi, et qui est à Roubaix d'ailleurs. Et ou Tourcoing, je ne sais plus. Et je peux vous dire qu'au Québec, en dehors d'éducateurs jeunes enfants, il y a aussi les 3 formations d'éducateurs, c'est psycho-éducateurs, c'est-à-dire très axées sur la psychologie. Hein. Une formation éducateur, on va dire classique, et une formation éducateur spéciale violence. Il la faudrait cette formation spéciale violence en France. À ton avis, pourquoi il n'y est pas encore? Je me doute de la réponse, mais bon. Mais parce qu'on a un fonctionnement très destructeur actuellement et que tel que c'est organisé, c'est compliqué. C'est-à-dire que la formation du DES, c'est un diplôme d'État, mais une partie du programme est nationale. Une partie du programme est laissée aux écoles. C'est pour ça que moi j'ai fait Lille, parce que Lille, c'était très axé sur tout ce qui était psychologie et tout. Avec une ouverture à la psychanalyse nord-américaine, à l'analyse systémique et tout ce qui s'ensuit. Donc très intéressante et nécessaire. Mais un établissement ne peut pas créer une formation. Il faudrait que cette formation soit créée par l'État. Alors, pourquoi on ne la fait pas? C'est du délire. Hein, avec les problèmes de violence qu'on a en France. C'est du délire. J'ai un ressenti que Mitterrand a tout détruit. A vraiment mis la France en dessus dessous en moins de 7 ans. Qu'en penses-tu? En 14 ans Oui, non, mais quand je dis pour moi, les 7 ans en plus, ça a été... Voilà. Mais c'est évident. Mitterrand était un fourbe, un manipulateur, un assassin et un tricheur. C'est-à-dire qu'il s'est fait longtemps passer pour un résistant, il ne l'a jamais été. Maintenant, les historiens le disent. Il en a fait des assistés des Français. Oui, faut quand même le dire. Hein. Il a pour mieux les manipuler. Ouais. Il les affaiblir. Il a travaillé pour Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a demandé à avoir la Francisque, qui était un peu une nouvelle légion d'honneur, créée par Vichy. Il l'a eu. Il y a toute son hypocrisie quand il va voir des amis juifs à Alger. J'ai déjà raconté, mais parce que c'est une histoire vraie. Et que ses amis lui disent qu'est-ce qui se passe en France et tout au niveau des juifs, il y a des rafles, il y a tout un tas de choses. Et lui il répond, vous savez, à Vichy, des juifs, on n'en voit pas tellement. Voilà. Sous-entendu, il s'en fout. Hein, c'est quand même très parlant. Il est magouilleur à suer, il veut le pouvoir. Donc Mitterrand est plus un homme de droite que de gauche. Simplement, et par opportunité, il va pouvoir prendre le contrôle du Parti socialiste. Et c'est un manipulateur hors pair. Hein. Alors que Chirac est un homme de gauche, par opportunité, va pouvoir prendre le contrôle du RPR. Donc va devenir de droite. Alors Mitterrand qui est de droite va devenir de gauche, et Chirac qui est de gauche va devenir de droite. Ah oui, d'accord, il était de Chirac était avait plus des idées de gauche au niveau social et tout que Mitterrand. Mitterrand, il n'a pas d'idée de gauche. C'est Mauroy qui propose les 39 heures, les machins dans les premières années. C'est le gouvernement qui propose. Mitterrand propose rien, à part ses délires sur la culture, ses constructions d'un deuxième opéra, de tout un tas de choses. Tu peux raconter le coup de l'Élysée, de la clé, sous Mitterrand, justement, ce qu'on t'avait raconté? Ah, c'est pas sous Mitterrand, c'est actuellement. C'est actuellement, d'accord. C'est une parenthèse, mais effectivement, la République française fonctionne comme une monarchie.
C'est-à-dire que je travaillais quand j'étais chez Père Guy Gilbert avec un retraité, belge d'ailleurs, euh, qui était un ancien serrurier. Et, euh, et il faisait du bénévolat chez un serrurier parisien parce que bah, voilà, il aimait toujours ça, puis il lui rendait service. Et les bons serruriers, et il est content d'avoir, on n'en trouve pas comme ça. Et ce serrurier, c'était lui qui s'occupait de toutes les clés du palais de l'Élysée. Et effectivement, un jour, son patron lui dit, ben viens, Jean, tu vas m'accompagner, tu vas voir comment ça se passe. Ils avaient un double à faire. Et pour avoir la clé, c'est un huissier de justice qui a amené la clé dont il fallait faire un double, qui était posée sur un coussin, et que l'huissier tenait sur ses deux mains. C'est-à-dire qu'on lui avait posé un coussin sur les deux mains et la clé sur le coussin. Et Jean, qui était belge, quand il me racontait ça, il se marrait. Il dit, vous êtes en République. Il dit, même nous en Belgique, au Palais Royal, ça se passe même pas comme ça. Voilà. Donc effectivement, la France est une monarchie républicaine. Mais ça, c'est pas nouveau. Voilà. Enfin bon, c'est pour dire, et ça se passe toujours comme ça. Hein, voilà. Donc le dernier point après. Suite. Ça sera, Voilà. Alors, Atouti 5 et dernière partie. Donc où moi je vous dis un petit peu ce que je pense des projets du plan que Macron a annoncé le vendredi de octobre. Donc encore une fois, au niveau des dédoublements de classes, ben, je mets la réserve qu'il y a actuellement. Encore une fois, 2 incites pour une classe surchargée, on sait très bien que c'est pas assez. Donc un incite pour une demi-classe surchargée, ça ne sera pas assez. Ce sont des publics difficiles, parfois traumatisés, donc il faut gérer. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment un éducateur, mais pas de l'éducation nationale. Encore une fois, chacun son rôle. Par ailleurs, au niveau des lois, qu'est-ce qu'on en fait de cet arsenal de lois? Voilà. Est-ce qu'on l'applique vraiment justement tel que Macron l'a dit? Donc auquel cas, là, enfin, si c'est appliqué comme ça, on va pouvoir faire des choses. Ou est-ce qu'on s'en sert pour simplement un contrôle supplémentaire d'une frange de la population qu'on étend à tout, en supprimant au passage la liberté de l'instruction? Voilà. Donc c'est forcément questionnement. Attendons pour voir, même si à travers mon épouse, vous savez ce que ça va donner. Par contre, j'espère que cet arsenal de lois aura le temps de passer, parce qu'il est effectivement excellent. Il est excellent. Et moi, effectivement, je dis oui à un enseignement de l'arabe comme langue troisième, secondaire, ou ce qu'on veut, quoi, et à un enseignement d'école mixte arabe-française, comme pour les écoles mixtes anglaises, espagnoles, allemandes, chinoises, et je ne sais pas quoi encore, parce que dans le cadre d'un contrôle et dans le cadre d'un enseignement avec un programme précis, approuvé, décidé par l'État, c'est quand même beaucoup plus intéressant que des jeunes à qui on apprend l'arabe par des enseignants qui ne parlent pas le français et qui sont des intégristes musulmans qui viennent avec une idée d'écraser l'Europe, d'islamiser l'Europe ou de détruire l'Europe, et la France en particulier. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Je pense qu'on pourrait l'étendre aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup moins de migrants iraniens. On a eu quand le Shah a été viré. Mais je ferai quelque chose sur le Shah, parce que c'est une monarchie, elle a été beaucoup critiquée, mais le Shah était quelqu'un de Shah d'Iran, de très positif, et qui a fait beaucoup. Jamais pour son pays, jamais la République islamique n'a continué et ne s'est occupé du peuple comme le Shah avait commencé à faire. Par contre, le Shah était coincé, puisque une bonne partie de sa frontière était avec l'URSS à l'époque, et était coincé dans la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, en ayant en plus je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de kilomètres de frontières avec l'URSS, donc des infiltrations et tout, d'où la milice qu'il avait. Quand vous aviez un pays frontalier avec l'URSS, que l'URSS voulait prendre pour les réserves prétorières et tout, on va dire qu'une police renforcée était forcément obligatoire à l'époque de la guerre froide. Il faut être très réaliste. Hein. Bon. N'oubliez pas jusqu'où ça a été en Europe, le mur de Berlin, la chaîne d'avions pour protéger, garder Berlin, une partie à l'ouest, ça a quand même été très très loin. Donc c'était
quelque part pas pire en Iran. La RFA, à l'époque, était donc la République fédérale d'Allemagne, et vous aviez la RDA, la République démocratique allemande, qui s'est constituée en 89-90 RDA, la réconciliation des deux, la réunion des dieux, en Allemagne. Il s'est reconstitué en Allemagne. Donc avant, il y avait donc deux Allemagnes. Donc la République démocratique allemande qui était sous le joug de l'URSS, donc l'Union soviétique. URSS, c'est Union des républiques socialistes soviétiques. À l'époque, donc qui n'existe plus maintenant, c'est la Russie de nouveau, qui était le bloc communiste extrêmement dangereux, donc avec les goulags, des camps de concentration et tout. N'oubliez jamais que quand tout le monde fête la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai 1945, ce jour-là, Staline rouvre le camp d'Auschwitz, hein, pour y incarcérer et y détruire, y tuer les opposants politiques au communisme. Hein. La mesquinerie et la manipulation de Staline. Le 8 mai, il rouvre. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc effectivement, le Shah, ça a été le pays géographiquement a une position très difficile. On lui a reproché un certain nombre de choses. Il a quand même été à l'origine, parmi les premiers, si ce n'est le premier, à vouloir prendre le contrôle de la production pétrolière, hein, qui avant était entièrement sous le contrôle des Occidentaux, pour que son pays en profite. Et il avait lancé un programme de construction d'écoles, y compris pour les filles, et d'hôpitaux généraux sur tout le pays. Entre autres, il a fait énormément de choses qui n'ont jamais été terminées, hein, par la République islamique. Il faut être lucide. Qui a replacé une dictature beaucoup plus forte que ce que pouvait faire le Shah. Mais j'en parlerai parce que c'est un homme qui était abandonné et qui est très très intéressant. Sa femme, la Shabanou, qui existe toujours, hein, c'est Faradiba Pahlavi, qui a un peu plus de 80 ans, a fondé au moins une trentaine d'associations, et on peut dire qu'elle a sauvé des milliers d'enfants iraniens en les faisant venir aux États-Unis ou autres, pour qu'ils soient opérés, soignés et tout. Donc, elle a continué ce qu'elle et son mari faisaient au niveau de la modernisation et de la protection du peuple, contrairement à ce qu'on pense que le Shah avait commencé. On parle beaucoup des fêtes de Persépolis, mais enfin les fêtes de Persépolis, c'est rien à côté de ce que peuvent coûter les Jeux Olympiques, hein, faut être réaliste. Je ne suis pas sûr que les fêtes du bicentenaire à Paris et dans la France en 89 coûtaient moins cher. Faut être parfaitement réaliste. Et des tas de fêtes autres. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ces lois? Le projet est très intéressant. Ça, j'y adhère complètement. Comment il va être appliqué? Comment, encore une fois, au niveau des écoles, je vois bien ce que ça donne. Hein, les 300 000 enfants dans des classes dédoublées, de la petite section, le faire dans la grande. S'il n'y a pas un supplément énorme, un accroissement des instituts et du personnel pour accompagner, ça ne va pas aboutir à grand-chose. Hein. Il faut être réaliste. Il faudrait au moins généraliser le système Montessori, qui n'est pas du tout la panacée, mais qui est intéressant pour ce genre de public. Voilà. Par ailleurs, bon, on sucre en passant encore une fois la loi, la liberté d'instruction, d'instruire, hein, l'instruction obligatoire, mais pas dans l'éducation nationale. Là, ça passe dans l'éducation nationale. Et puis, comment on va appliquer tout ça? Je le redis une troisième fois, est-ce que c'est simplement pour renforcer un contrôle d'une partie de la population, généraliser à toute la population, ou est-ce qu'effectivement, on veut lutter contre les intégrismes et tout, et ça va être efficace? Parce qu'effectivement, en renforçant ces contrôles, on ne le fait pas que par rapport aux islamistes, on le fait également par rapport à tous les autres intégrismes. Il faut être réaliste, y compris l'athéisme. Voilà. La religion athéiste n'est pas forcément bonne non plus. Hein. Bon. J'ai beaucoup aimé qu'il ait précisé que la République, la loi de 1905, n'est pas une loi anti-religieuse, contrairement à ce qui est en vigueur depuis pas mal d'années.
mais une loi qui garantit la liberté de la religion. Voilà. D'en avoir ou de ne pas en avoir. La liberté de vivre ou de pratiquer sa foi. En sachant qu'en même temps, depuis quelques dizaines d'années, il y a un contrôle par l'Assemblée nationale des sectes. Il y a une liste de sectes reconnues en tant que telles, contre lesquelles l'État se bat, etc. Donc ça, c'est intéressant à partir du moment où il n'y a pas de députés qui sont payés par ces sectes, toutes choses comme ça. Voilà. Donc, si ce programme est particulièrement intéressant, je dirais même intelligent, encore une fois, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il est très bien. C'est mon avis. Mais qu'est-ce que ça va donner? Comment on va l'appliquer? Voilà. N'oublions pas Sarkozy qui, sous couvert de défendre la justice, en a profité pour réduire les droits de l'enfant, supprimer des dizaines de tribunaux et tout ce qui s'ensuit. Diminuer de milliers de policiers, de gendarmes, faire une diminution aussi des licenciements dans les services secrets français et de protection de l'intérieur, qui n'ont pas tardé, en quelques années, ont abouti aux actes terroristes qu'on a eus dans les années 2012, 2015 et maintenant encore, hein, jusqu'à il y a quelques jours. C'est évidemment lié. N'oubliez pas, il faut au minimum 12 personnes pour espionner une seule. Donc voilà, donc c'est c'est à la fois très intéressant, c'est une perspective enthousiasmante, mais qu'est-ce que ça va donner effectivement? Voilà. En tout cas, j'espère que ces lois auront le temps de passer avant que ce qu'a annoncé mon épouse se fasse, hein, au niveau de Macron, parce qu'elles sont nécessaires. Elles sont vraiment nécessaires. Il n'a pas parlé du contrôle des intégristes qu'on a fait revenir, français, qu'on a fait revenir de l'État islamique, de Daesh, de Syrie et tout, comme si ce qui était mis en place était suffisant. Je ne suis pas convaincu que c'est suffisant. Pour moi, le bracelet électronique est beaucoup plus sécurisé que ce qu'il est là, doit être obligatoire, et un contrôle vraiment efficace. Et je ne sais pas si on peut leur laisser leurs enfants. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là ont eu des enfants, ces personnes-là ont eu des enfants, et les enfants ont été embrigadés dans un programme de violence dès l'âge de 3 ans. Donc les enfants reviennent en même temps, mais c'est très très compliqué. Et je ne vois pas l'état du social français actuellement être capable de rétablir les choses. Donc j'aurais aimé également qu'il en parle. Ça, c'est l'aspect pour moi qui manque. Voilà. Alors c'est vrai qu'après, ils sont contrôlés, ils sont surveillés par la DSC, donc là, il n'en a pas parlé, enfin, c'est même plus la DRSC d'ailleurs, ou la DGSE, mais il y a quand même des choses à dire, parce qu'il y a une partie de ces gens, ces personnes, qui retournent dans les quartiers qui sont des nids possibles, des pouponnières possibles d'intégristes. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Si j'ai un complément à faire, vous avez des choses à me renvoyer. Bonjour, moi chouchou. N'hésitez pas, et puis bon, on pourra faire un direct, il n'y a pas de problème, ou répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous, et surtout que Dieu vous bénisse. Et moi aussi, je vous bénis, en même temps que je bénis mes gros minets. À très très bientôt. Au revoir.